Salut tout le monde, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas revu et je tenais vraiment à m'excuser pour cette très longue absence. On va dire qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Déjà, vous pouvez le voir, les bibliothèques sont de retour. J'ai déménagé, donc maintenant j'ai vraiment la possibilité de faire des vidéos un peu plus fréquemment ou en tout cas d'adapter mon emploi du temps vraiment en fonction de mon travail. En plus de ça, j'ai commencé un contrat donc en tant que libraire, donc pareil, le rythme est un peu compliqué parce que j'habite plutôt loin, donc ça fait un peu de route en plus. Donc voilà, ma très longue absence est en partie due à plein de changements sur le point de vue personnel, donc le déménagement, le nouveau travail avec le rythme de Noël qui était très intense parce qu'on n'est que deux, donc voilà, c'était très intense, ouais, clairement. Et après, au lieu de ça, il y avait aussi tout un peu un aspect, j'aurais envie de dire remise en question, parce que vous avez certainement dû le remarquer, mais j'ai pas été jusqu'au bout des capsules littéraires cet été parce que juste je suis pas parvenue à suivre le rythme. Publier une vidéo par jour, c'était un peu mon challenge, voilà, sur YouTube, je trouvais ça sympa de le faire et puis même je voyais que ça plaisait derrière, mais cette année c'était vraiment compliqué parce que justement j'ai déménagé au mois d'août et j'ai commencé je crois le lendemain mon nouveau travail, donc ouais, c'était un enchaînement qui a fait que c'était sport. Mais voilà, aujourd'hui c'est bon, je pense que je peux trouver une organisation. J'aurai peut-être moins cette assiduité au niveau du rythme, mais il y aura un peu plus de format et voilà, je voulais juste vraiment renouer avec le côté plaisir de YouTube et plus côté pression que je m'étais un peu mis, notamment avec les capsules littéraires qui m'a fait un peu craquer. J'avoue même que je suis pas sûre de reprendre le format pour l'été qui arrive parce que juste c'est pas possible en fait, à moins d'être vraiment organisée des mois à l'avance. Voilà, faut aussi que avec le monde du travail etc que je m'organise d'abord sur un point de vue personnel pour toujours garder ces côtés très plaisants de vous parler sur YouTube. Il y a de fortes chances que vous entendiez râler quelquefois que vous entendiez parfois râler un énergumène qui a intégré également la famille très récemment, donc désolé par avance des petits bruits qu'il peut pousser, mais sinon il est sage, ça va. Et sans plus attendre, je vais entamer cette vidéo retour comeback avec mes coups de cœur en fait de l'année 2022. Pour plus de commodité au niveau de cette vidéo, au niveau du temps, comme j'ai été absente surtout vers la fin de l'année 2022, je vais surtout parler des coups de cœur de ces derniers mois, sachant que tous les coups de cœur seront un peu rassemblés. Prochainement vous pourrez la retrouver sur la chaîne d'une façon ou d'une autre, comme ça vous pourrez voir un peu ce que j'ai pu rencontrer comme lecture, et il y en a eu de très chouettes, surtout au mois de décembre où j'ai eu un très gros coup de cœur. Et sans plus attendre, parce que je parle beaucoup trop pour cette intro, je vais vous présenter 5 livres, les 5 derniers coups de cœur de l'année 2022. Ok, c'est la Momo du montage qui intervient rapidement parce que je viens de me rendre compte au rendu qu'on entend quand même pas mal les grésillements et les frottements de ceci sur mes vêtements. Je pense que c'est un problème qui va rapidement partir au cours de l'année 2023 parce que je pense acheter un autre micro. Parce que le micro-cravate c'est pratique, mais ça fait du frottement avec les vêtements. C'est pas très qualitatif au niveau du rendu et je suis désolée par avance si ça rend un peu mes propos pas chiants, mais pas très agréable on va dire tout au long de la vidéo, donc désolée par avance et bon visionnage. C'est au mois de septembre on a eu la rentrée littéraire de 2022, voilà, de septembre 2022, qui était plutôt mitigée on va dire. Il n'y a pas eu de grosses lectures coup de poing, de trucs qui m'a fait vraiment voyager, donc c'était un peu un mois mitigé, mais j'ai découvert La Petite Menteuse de Pascal Robert Diard qui est une très bonne lecture. Pour le coup on est sur quelque chose d'actualité clairement, sur une réflexion amenée par une histoire qui est très prenante et voilà, ça a été le coup de cœur de ce mois de septembre. Pour vous resituer l'histoire, on est sur le récit de Lisa qui est au tout début du roman une jeune femme, une jeune adulte qui va trouver une avocate parce qu'elle a une révélation à faire sur une affaire qui a eu lieu il y a quelques années auparavant. À savoir que quand elle avait 15 ans, elle a accusé un homme qui s'appelle Marco de mémoire de viol. Sauf que toute cette histoire n'était pas vraie. Toute l'intrigue va vraiment tourner sur cette question de pourquoi Lisa était conduite à dénoncer faussement Marco, comment Marco en fait a été désigné comme le coupable idéal du fait de son comportement qui était parfois un peu limite ou de ses fréquentations. Sachant que quand elle avait du coup 15 ans, elle était entourée par sa famille qui l'a vraiment soutenue, qui l'a cru dès le début concernant les accusations qu'elle portait contre Marco. Sauf que derrière, voilà, il y avait plein d'éléments qui la poussaient plus ou moins en fait à s'enfoncer dans le mensonge tout simplement. D'où le titre, La Petite Menteuse. Et j'ai trouvé ça très chouette en fait, ce point de vue sur des faits en fait d'actualité tout simplement, de société. On entend de plus en plus parler en fait de toutes ces affaires
de dénonciation de viol. Et en fait, je trouve ça tellement intéressant d'aborder ce genre de thématique. C'est un peu un non-dit. Ouais, c'est important d'en parler en fait et de voir plusieurs points de vue sur une même histoire, puisque au-delà du point de vue de Lisa qu'on suit, dont on voit le cheminement psychologique qui l'a amené jusqu'à se défaire de ses parents, de l'avocat qu'ils avaient pris pour vraiment trouver elle-même une avocate et rétablir la justice. Il y a vraiment ce cheminement aussi de l'avocate elle-même qui essaye de comprendre ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là, quels sont les mécanismes psychologiques qui ont poussé la victime présumée à annoncer toute cette histoire. Donc voilà, c'était vraiment une très chouette lecture, pas tant au niveau des thématiques forcément, mais au niveau de la réflexion que ça pouvait amener en fait. C'était surtout ça, c'est l'intelligence derrière du récit qui, au-delà même du récit, va nous permettre de voir autrement des faits de société. Tout ça avec un style d'écriture pas journalistique parce qu'on n'était pas vraiment sur ce côté-là, mais accessible, vraiment. Plutôt simple à comprendre. De toute façon, l'iconoclaste au niveau des plumes qu'il propose, généralement c'est des choses qualitatives et en même temps très prenantes. Donc voilà, c'était vraiment un coup de cœur au niveau de la rentrée littéraire de septembre qui, comme je le disais, n'était pas très joyeuse et n'a pas été très marquante non plus. Alors ensuite, du coup, là c'était pendant le mois d'octobre, j'ai reçu un service presse, un livre juste incroyable. Quand j'ai dû choisir un peu les différents coups de cœur de mon année 2022, il était finaliste de chez Finaliste, Arpenter la nuit de Leila Motley, qui a été une très belle découverte parce que déjà c'est un premier roman et l'autrice est vraiment très jeune, elle aura une vingtaine d'années à tout casser et c'était juste waouh. On n'est pas sur le genre de roman où vous allez avoir énormément d'action. C'est vraiment quelque chose où on plante une ambiance, on plante des personnages avec une psychologie vraiment qui est présentée sans que ce soit indigeste. On a un contexte autour au niveau de la famille, au niveau de la société qui est réaliste, dans lequel on plonge en fait littéralement et c'était vraiment une très chouette lecture du début à la fin. Par rapport à l'histoire, on est sur le récit de Chiara. Chiara, elle a 17 ans et pourtant elle mène pas vraiment la vie de la plupart des adolescentes de son âge parce que donc elle vit seule avec son frère aîné Marcus qui commence à sombrer petit à petit dans tout ce qui est drogue et j'en passe. Donc elle le voit un peu sombrer de son côté. À côté de ça, sa mère est en prison pour des histoires qu'on découvre progressivement. Son oncle leur a tourné le dos depuis qu'il a gagné sa vie en tant que rappeur, je crois, de mémoire. Tout ça fait que la jeune fille est vraiment livrée à elle-même. Chaque mois, le propriétaire vient toquer à la porte pour réclamer le loyer qu'elle a du mal à payer. Elle-même, elle s'en sort plus en fait au niveau des dépenses, au niveau du voisinage parce qu'elle est attachée à un petit garçon, un voisin dont la mère ne s'occupe clairement pas et qu'elle a plus ou moins à sa charge, elle, du haut de ses 17 ans. Et voilà, c'est vraiment une ambiance très particulière. On a ce personnage qui petit à petit va se retrouver mêlé à une histoire de prostitution. À nouveau, c'est vraiment pas réjouissant comme lecture, mais c'était waouh. Enfin vraiment, c'est une déchéance totale du personnage de Chiara qui en même temps reste vraiment forte. Psychologiquement, elle est encore debout, elle tombe dans un engrenage infernal où on la fait chanter pour pas qu'on sache qu'elle se prostitue et ça va même beaucoup plus loin, mais c'est vraiment très chouette comme roman. Sachant qu'en plus, c'est une histoire qui est librement inspirée de faits réels, mais qui se rapporte vraiment à une affaire qui a eu lieu aux États-Unis. Mais vraiment très chouette. Comme je le disais, c'est un premier roman et pourtant on sent déjà tout le talent de l'autrice. Le choix des mots, la manière dont les personnages nous sont présentés petit à petit, sont développés au fur et à mesure. C'était juste vraiment génial pour le coup. Ça se lit tout seul. Ouais, 400 pages à peu près, mais c'est 400 pages. J'aurais pas envie de dire de pur bonheur parce que c'est pas vraiment ça non plus au niveau de l'histoire, mais vraiment c'est une expérience de lecture qui était incroyable avec une histoire prenante. Pareil, on veut savoir en fait ce qui va se passer à la toute fin. On est pris dans cette histoire, on est nous-mêmes dans le cercle vicieux et on se dit mais comment elle va s'en sortir du haut de ses 17 ans. Non, c'était vraiment très chouette et je l'ai recommandé un maximum en librairie et j'attends les prochains romans de l'autrice. Je viens de me rendre compte que j'avais tout décalé d'ailleurs. Du coup là je vais vous parler de mon coup de cœur du mois d'octobre vraiment pour le coup avec donc Ma sœur est morte à Chicago de Naomi Hirahara qui est de mémoire aussi un premier roman. Celui-là c'est un thriller policier vraiment chouette et pourtant je pense que je le répète assez souvent sur cette chaîne mais je suis pas une très grande lectrice de tout ce qui est policier, polar. Heureusement il y a parfois quelques pépites comme celle-ci qui émergent dans le lot et là on est vraiment sur un contexte historique d'ailleurs très particulier puisque on est en 1944 en Californie et il faut savoir que du coup pendant la Seconde Guerre mondiale c'est pas quelque chose qui était très connu, enfin qui est très connu encore aujourd'hui, mais à la suite de l'attaque de Pearl Harbor, de nombreux japonais qui étaient sur le sol américain se sont retrouvés enfermés dans des camps. C'est une partie de l'histoire qu'on traite, je trouve, de plus en plus aujourd'hui dans la littérature, que personnellement j'adore lire en fait, simplement parce que comme je l'ai dit c'est pas un épisode qui est très connu. Mais voilà, vous êtes sur ce contexte là pour ce roman. Aki Ito, donc c'est l'héroïne de ce roman et elle a une grande sœur
qui a réussi à partir un peu plus tôt que le reste de la famille à Chicago, en espérant donc y gagner de l'argent afin de faire venir tout le reste de la famille une fois que les camps ne seraient plus, et une fois que la guerre serait terminée. Sauf que très rapidement en fait, alors que la famille entretenait avec cette grande sœur une correspondance plutôt régulière, bah ils vont plus du tout avoir de nouvelles d'un jour à l'autre. Et un beau jour, Aki, Ito et le reste de la famille donc parviennent à sortir des camps à leur tour et se dirigent vers Chicago en espérant donc retrouver la grande sœur, sauf qu'ils apprennent que celle-ci se serait suicidée sous les rames d'un métro. Ça paraît complètement impensable pour toute la famille et notamment pour la narratrice qui est donc la petite sœur, qui était plutôt proche de son aîné et qui juste se dit que c'est impossible qu'une chose pareille arrive, qu'il y a forcément quelque chose derrière, que sa grande sœur n'aurait pas pu ainsi mettre fin à ses jours. Et elle retrouve notamment donc un journal, le journal intime de sa grande sœur en allant dans la colocation où elle était établie. Sauf que dans ce journal, il manque certaines pages. Début de l'enquête et c'est juste génial. Ça c'est 300 pages à peu près, mais ça se lit tout seul. On est vraiment sur quelque chose de très prenant avec des chapitres qui sont quand même plutôt bien rythmés. C'est court, c'est intense et on veut savoir ce qui s'est passé. On a des indices un peu à chaque chapitre, donc ça permet quand même de rester un peu attentif à tout ce qui nous est dit dans chaque chapitre. Et vraiment ce contexte historique en toile de fond, mais qui a quand même une importance majeure en fait par rapport à toute l'histoire. C'était vraiment chouette à lire. C'est un page turner, on a envie de savoir ce qui se passe. Bien rythmé, avec une dose historique qui reste digeste, même pour ceux qui sont pas très adeptes du roman policier thriller historique. Foncez parce que c'est vraiment chouette. Et puis voilà. je vais arrêter de m'étaler parce que je vois que je suis déjà à 6 minutes là de vidéo. Bon, mais vous avez compris, je pense c'est vraiment un petit bijou que je vous invite à lire. Le prochain roman, je l'ai pas avec moi, donc c'était mon coup de cœur du mois de octobre-novembre. Et c'était plutôt un roman jeunesse qui était très très chouette, peut-être 200 pages à tout casser, et vraiment un condensé de beauté, de poésie, de tout ce que vous voulez, vraiment un petit bijou. Pas facile à vendre quand même en librairie parce que les thématiques sont plutôt particulières, mais c'était vraiment une très chouette lecture. Et je voulais vous parler du coup de Ballade pour une baleine de Lynn Kelly. Alors là-dedans, vous êtes sur l'histoire de Iris, c'est une toute jeune fille, une jeune adolescente. Elle a 13 ans donc au début du roman et elle sait que son prénom lui a été donné en référence à une baleine qui s'est échouée sur une plage le jour de sa naissance et sa grand-mère avait fortement insisté pour qu'elle porte le même prénom. Et on comprend rapidement que toute l'histoire d'Iris est fortement liée à celle des baleines et de leur voyage sur toute la Terre, sachant qu'en fait elle va un beau jour tomber par hasard sur une vidéo où elle suit une expédition en fait maritime pour aider différentes baleines. Cette expédition là en question en fait tombe sur une baleine, le nom de code de cette baleine est Blue 55 et en fait si elle intrigue autant l'expédition, s'il y a vraiment toute cette expédition même autour de cette baleine, c'est que elle n'arrive pas à se mêler au reste de ses congénères en fait, elle est vraiment marginale. On remarque très vite qu'elle essaye de se mêler aux autres, qu'elle tente de les rejoindre, mais elle a vraiment du mal à rester sociale en fait, à se retrouver unie en fait à d'autres baleines et forcément on se pose beaucoup de questions. De son côté, Iris elle est un peu dans la même situation. Elle est sourde et elle-même a du mal à être comprise de la part de ses camarades de classe, parfois de la part de sa famille même si elle les adore. Il y a toujours ce décalage qu'on retrouve aussi bien chez Iris que chez Blue 55 qui fait que Iris va tomber en pamoison devant l'histoire de Blue et va essayer de tout faire pour comprendre ce qui se passe autour de cette baleine et va même très rapidement établir une hypothèse, à savoir que la baleine serait peut-être elle aussi sourde. Et c'est vraiment une très chouette histoire d'amitié, de belles valeurs, de quête de soi-même, de compréhension plus largement de l'environnement. C'est vraiment très chouette, c'est un condensé de plein de choses. Et au niveau de l'écriture, on est sur quelque chose de très accessible aussi. C'est vraiment des phrases simples. La poésie en fait n'est pas recherchée clairement. C'est le contexte, c'est l'histoire, c'est les phrases simples et percutantes qui font que ça amène une sorte de douceur, de beaux messages poétiques, j'aurais envie de dire. J'en parle toujours un peu brouillon. Mais c'était très chouette aussi. J'avoue également que le mois de novembre c'était un peu le mois où on commençait à avoir un petit rush au niveau de la librairie. Donc j'ai enchaîné plusieurs livres mais sans avoir un petit déclic comme celui que j'ai eu pour Ballade pour une baleine, qui vraiment avait plein d'éléments que j'aime beaucoup, donc les thématiques, l'écriture accessible, le sujet même. En fait c'est pas des choses qui sont généralement abordées au niveau de la littérature adulte comme jeunesse. Et non, c'était vraiment très chouette à lire. Enfin, c'est dépaysageant et ça fait du bien. C'est vraiment le genre de roman on peut se poser entre deux gros pavés et avoir quelque chose à la fois de léger entre guillemets et en même temps de réfléchi au niveau des thématiques apportées. Et à nouveau, je parle beaucoup pour le même livre, pour l'encenser, alors que je pense que vous avez compris que je l'adorais.
Mais je vais enchaîner avec le suivant, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas non plus le fameux livre tant aimé de 2022, mon préféré de l'année. Je vais vous parler de Le couple et l'argent de Titiou Lecoq, que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté, parce qu'il est vraiment chouette et que j'ai envie de le mettre entre le plus de mains possible. On est vraiment sur, pour celles et ceux qui ont lu Les Grandes Oubliées de l'histoire de la même autrice, on reprend en fait un peu ce fonctionnement de quelque chose qui s'appuie sur des chiffres, qui s'appuie sur des faits concrets, documentés, sourcés, et en même temps cette petite dose d'humour à chaque fois qui fait du bien, qui permet de rendre le propos plus accessible, qui permet d'illustrer plus concrètement avec des épisodes de la vie courante des éléments qu'elle tient à expliquer et à vulgariser. Je peux pas davantage vous dire plus sur le contenu du livre parce que le titre en lui-même est plutôt évocateur, mais je l'ai trouvé très chouette. Et c'est vraiment le genre de livre que par exemple quand un jeune couple emménage, c'est très chouette comme cadeau parce que en fait vous avez plein de petites clés qui sont données comme ça au fur et à mesure de la lecture. Et il y a notamment, je crois de mémoire à la toute fin, vraiment plusieurs conseils regroupés pour permettre de bien gérer l'argent au niveau d'un couple, pour pas qu'il y ait de déséquilibre, pour pas qu'il y ait de mésentente ou de rupture liée à ça, pour vraiment donner toutes les cartes en main pour réussir pleinement la gestion de son budget, la gestion de l'argent, la gestion également de tout ce tabou en fait autour du mot argent, du budget, etc. où ça peut parfois amener des crises dans les couples. Et c'est vraiment mais super. J'aime vraiment beaucoup le travail de Titiou Lecoq justement pour ça, c'est le côté vulgariser des travaux menés par des chercheurs et chercheuses en les sourçant toujours, donc ça c'est génial, avec des chiffres qui permettent vraiment de mesurer pleinement la situation, et quand par exemple les chiffres datent un peu, elle-même va nous l'indiquer, donc il y a ce côté très plaisant en fait au niveau de la lecture. On n'a pas l'impression de lire un essai et pourtant c'en est un théoriquement parce que c'est pas de la fiction, et non vraiment c'était presque parfois à la limite du développement personnel tellement c'est vraiment des choses qu'on peut adapter dans notre quotidien. Mais vraiment ça a été dans cette année 2022 tout ce qui est roman et essai, poésie et j'en passe, vraiment le gros coup de cœur. Quand j'ai fait mon bilan de l'année 2022, j'ai pas compté tout ce qui est BD, manga parce que pour moi c'est à part. Je dis pas que c'est pas de la littérature, hein, loin de là, mais comme j'en lis beaucoup plus, c'est un peu plus compliqué de mélanger les deux. Sinon il y aurait eu presque que ça en fait en termes de en termes de revues. Mais j'en parlerai également de ces petits bijoux au niveau BD et au niveau manga que j'ai lu et que je vous invite à lire également. Mais voilà, c'était en tout cas Le couple et l'argent de Titiou Lecoq, ça a été la lecture la plus importante pour moi au niveau de l'année 2022. Et moi du coup, vous le sentez venir, hein, mais je vais vous laisser. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne. J'ai programmé de prochaines vidéos. Je vous dis pas de date parce que je n'ai pas envie de trop m'avancer, de provoquer des déceptions ou en tout cas moi-même des déceptions vis-à-vis de mon travail. Et puis je veux garder ce côté, comme je vous l'ai dit en intro, hein, ce côté plaisir de YouTube. Donc je ne dis pas de date, je dis à de prochaines vidéos qui vont arriver. Évidemment aussi, je vous invite à, si vous ne le savez pas, il y a un compte Instagram et un compte TikTok affilié à la chaîne. Alors pareil, ils ont été un peu mis en stand-by pendant la période d'août jusqu'à aujourd'hui, mais petit à petit ça va reprendre. De la même façon que pour YouTube, des publications sont prévues. Et puis j'ai hâte de vous présenter tout ça et puis de redémarrer un peu la chaîne YouTube parce que mine de rien ça me pesait un peu parce que j'aime bien parler de livres avec vous. Surtout que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux quand même sur la chaîne, j'avais un peu peur que ça repique un peu du nez vu que j'étais plus présente et en fait c'est pas du tout le cas. Ça m'a un peu étonnée mais ça m'a fait plaisir en même temps de voir les bons commentaires, les retours que j'avais quand même sur mes précédentes vidéos avec parfois des encouragements en mode que je suis pas obligée de faire trop de vidéos non plus, il vaut mieux privilégier la qualité et c'est vrai, théoriquement c'est vrai, mais j'ai tellement de choses à vous dire que du coup voilà, c'est mon côté je veux tout bien faire et je suis trop perfectionniste. Donc voilà. Là, mon but, alors c'est ma résolution 2023, c'est d'être un peu plus présente sur les réseaux, mais ça je pense que la plupart des créateurs de contenu vous disent la même chose, mais voilà. J'aimerais vraiment être plus présente, trouver mon rythme. Et puis moi je vais m'arrêter là parce que je parle toujours trop en fait. J'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!